Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, moi aussi, je suis contente d'être à Vanves. J'aime particulièrement la manière dont est en train de se dérouler cette campagne cantonale parce que il se trouve que, alors je sais que c'est une petite exception dans le 92 parce qu'il y a notamment pour la majorité présidentielle des enjeux à la fois de personnes et de maintien d'une suprématie qui sont très grands, mais dans beaucoup d'autres endroits, dans beaucoup d'autres régions, on est presque les seuls à faire vraiment campagne et on se rend compte que on l'a déjà vécu lors de la campagne des européennes, que c'est perçu positivement de s'intéresser sincèrement aux échéances électorales et de se concentrer sur l'enjeu lui-même et de parler donc des territoires et des missions assurées par les conseils généraux pendant cette campagne des cantonales, mais pas de prendre en otage des moments démocratiques. Alors, le thème de cette soirée, c'est de se poser la question, et je pense que c'est toujours très important de se le poser sous forme de questions sur la politique autrement. Donc je vais commencer par dire pourquoi autrement, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'est le monde politique français, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique et qu'est-ce que les écologistes veulent faire bouger dans le monde politique français. D'abord, c'est un monde politique qui est très conservateur, qui est organisé pour être conservateur, c'est-à-dire que le mode électoral et le scrutin des élections cantonales à ce titre est absolument édifiant et favorise de manière structurelle le maintien du bipartisme. Pour dire les choses de façon très brutale, il y a 1500 cantons qui sont actuellement renouvelables. Sur ces 1500 cantons, il y a 13 élus écologistes. Voilà. On voit bien quand même que, même en minorant le poids des écologistes dans la société, on peut se dire que 13 sur 1500, c'est pas tout à fait le poids des écologistes aujourd'hui. Alors vous avez de la chance, parce que ici, dans ce département, vous avez un conseiller général écologiste. C'est pas le cas dans beaucoup de départements d'Île-de-France. D'Île-de-France, où on a fait plus de 16% aux dernières élections régionales. C'est donc fabriqué pour maintenir un paysage politique assez stable, on va dire, mais c'est aussi fait pour empêcher l'émergence de forces politiques nouvelles. Et donc on doit franchir des caps qui sont des caps très difficiles. La deuxième chose, c'est que c'est un monde qui est très majoritairement composé d'hommes. Marc a évoqué le fait que l'ensemble de nos candidats étaient paritaires. Alors je voudrais dire que titulaire, au féminin et au masculin, ça fait pareil, Marc. C'était un bel effort, mais en fait, non. Des fois, ça marche tout seul. Mais je vais vous donner un chiffre que peu de gens connaissent finalement et qui est peu mis en avant. C'est que j'ai parlé de ces 1500 cantons, donc de ces 1500 conseillers généraux. Et si je vous demande de réfléchir juste avant que je vous donne la réponse, à votre avis, quel est le pourcentage d'hommes sur ces conseillers généraux? Juste donnez-vous une réponse pour vous-même. Et la vraie réponse, c'est 87%. 87%. Ça veut dire aussi qu'il y a en France 5 conseillers généraux où il n'y a que des hommes qui sont élus. Donc c'est très intéressant de constater d'ailleurs que quand les règles de la parité ne s'imposent pas, il se trouve que par un effet mécanique, c'est que des hommes qui sont élus. Alors ça m'a valu que quelqu'un me raconte une petite blague, puisque pour favoriser la parité aux élections cantonales, une grande décision a été prise, qui est d'imposer des binômes paritaires. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un homme avec un suppléant homme. Et donc quelqu'un m'a ainsi indiqué que le féminin de candidat, c'est suppléante. C'est effectivement la réalité très grande aujourd'hui en France. Le troisième aspect très conservateur, c'est l'âge, le profil socio-professionnel des élus. Alors il faut savoir aussi qu'une élection cantonale, c'est moins marqué en Île-de-France, mais partout en France elle est. C'est une élection notable, où ce sont très majoritairement des avocats, des vétérinaires, des médecins, ou parfois des profs, qui se reproduisent de père en fils, puisqu'il y a une statistique qui montre que parmi les conseillers généraux, un quart ont dans leur famille un conseiller général au moment de la création des conseils généraux, c'est-à-dire à l'époque napoléonienne. C'est quand même édifiant, mais c'est une réalité. Donc il y a vraiment une tradition de fief micro-familial qui est assez spectaculaire. Donc, quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire, ça l'élection de notables, on ne vous parle pas, on vous ignore. Et deuxièmement, on peut dire, monde politique français moisi, on n'y touche pas. Non, on essaye quand même de pousser les murs. Mais sans renier ses principes, parce qu'une des conséquences qui peut parfois arriver, c'est qu'on se coule dans le moule. On se crée des fiefs électoraux, etc., etc., etc.
on favorise le cumul, parce que quand on est maire, on a plus de chances de devenir conseiller général, et puis ensuite plus de chances de devenir député, et réciproquement. Donc nous, on a toujours été attachés à nos principes et on essaye d'en faire un argument électoral. C'est-à-dire de dire que justement, pour revivifier la démocratie, il faudrait aussi faire une vraie réforme des institutions. Mais que nous, l'essentiel pour nous dans la revivification de ce paysage électoral, c'est d'abord par les idées. Puisque la force de l'écologie politique, c'est pas d'être un nouveau parti, mais c'est de porter un projet différent. Alors je ne vais pas vous faire un grand cours sur l'écologie politique. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui êtes bien au courant, mais quand même, on ne se place pas directement dans un clivage entre la droite et la gauche, même si on est très clair sur l'impossibilité pour nous de faire alliance avec la droite et la volonté même de le combattre. Et ici, c'est une nécessité absolue dans ce département. Mais on n'est pas non plus réductible, l'écologie politique n'est pas réductible à l'histoire traditionnelle de la gauche, notamment dans un de ses aspects très importants, qui est, je crois, une rupture fondamentale, qui est la question du productivisme, c'est-à-dire de cette logique qui pense qu'en produisant toujours et toujours plus, on va faire progresser l'humanité. Nous, les écologistes, s'appuient sur une analyse du monde qui dit qu'on est sur une planète aux ressources limitées et que, en tout état de cause, on ne peut pas imaginer ne pas trouver ses limites et qu'une logique beaucoup plus sobre, beaucoup plus économe de ces richesses, qui aussi calcule l'amélioration du bien-être avec un autre critère que le critère du produit intérieur brut, qui est le critère qui est mis en avant systématiquement quand on parle de croissance, est un élément qui est beaucoup plus intéressant. Donc, travailler sur ces autres modèles, y réfléchir au niveau mondial, mais surtout en voir ses conséquences au niveau local, sur ce que ça veut dire très concrètement, sur comment on fait évoluer les cantines scolaires, par exemple, en rapprochant les lieux de production des lieux de consommation, ça veut dire en s'approvisionnement majoritairement en Île-de-France, même si on sait que l'Île-de-France assure même pas 10% de son autosuffisance alimentaire, alors que c'est une des plus grandes régions agricoles de France. Voilà, tous ces sujets-là, avec une vision globale, on peut les décliner au niveau local et sur des thématiques qui sont des thématiques qui peuvent sembler pas les plus évidemment écologistes. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est d'abord de travailler sur cette revivification des idées, du projet politique, dans un univers aussi où je pense que chacune et chacun d'entre vous l'a souvent constaté, on voit un certain désarroi général vis-à-vis de la politique. Je pense qu'une part de l'épuisement de la social-démocratie et puis surtout d'une logique, d'une politique de droite qui est une politique au service de quelques intérêts. Enfin, je crois que dans ce département, c'est notable, mais au niveau national, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, on peut voir que la seule constante politique qu'il a adoptée, c'est bien de favoriser les intérêts privés de quelques-uns de ses amis, au sens strict. Hein, si on va de ce qui s'est passé évidemment avec l'affaire Woerth et le club des puissants chefs d'entreprise qui subventionnent l'UMP, si on regarde comment ont été attribuées les licences pour les paris en ligne, tout ça fait système au bout d'un moment. Et je pense qu'effectivement ce système, il est né dans le 92 et il a pris une ampleur très forte en s'appuyant sur le coffre à billets que constitue la défense et tous les programmes immobiliers qui ont eu lieu autour. Donc voilà, cette logique politique-là, c'est une logique dévastatrice parce que c'est une logique qui va évidemment complètement à l'encontre d'un vrai partage des richesses en essayant de concentrer les richesses entre les mains de quelques-uns. Ça, c'est le premier élément.